L'armée nationale libyenne autoproclamée a fait une percée dans les banlieues de la ville de Derna occupée par les djihadistes. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les hommes du maréchal Khalifa Haftar. Le choléra fait des ravages au Nigeria. 12 personnes en sont mortes en 4 jours dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre régional de la Santé. Depuis le mois de janvier, le salaire des fonctionnaires tchadiens a diminué des primes et indemnités. Lors d'une assemblée générale à N'Djamena, ils ont demandé le paiement de leur salaire intégral. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Meurtre à Pau en France d'un trentenaire d'origine burkinabé. Le parquet de Pau a demandé mercredi la mise en examen pour homicide volontaire de 2 mineurs âgés entre 16 et 17 ans. Un trentenaire né au Burkina Faso, mais de nationalité française, a été tabassé à mort par une bande d'adolescents le 18 mai. Les motifs sont encore flous. 3 jours après l'agression mortelle survenue dans un parc du quartier populaire de Saragosse, en présence de nombreux témoins, les policiers avaient arrêté 3 mineurs du quartier. Ils avaient été placés en garde à vue et l'un des jeunes a été remis en liberté mardi. Mercredi, la justice française a demandé la mise en examen pour homicide volontaire de 2 mineurs de 16 et 17 ans interpellés dans l'enquête. Les 2 autres gardés à vue ont reconnu leur présence sur le lieu des faits. L'un d'eux seulement reconnaît avoir porté des coups tout en démentant avoir laissé la victime pour morte. Il n'était pas connu des services de police ou de justice. Ils sont ce jour présentés devant un juge d'instruction saisi de faits d'homicide volontaire aux fins de mise en examen. L'autopsie qui a eu lieu hier après-midi a permis de confirmer des traces de coups multiples ainsi que des côtes fracturées. Selon les nombreux témoignages recueillis, la victime, âgée de 32 ans, venait fréquemment au quartier Saragosse où elle jouait au football avec des habitants. La victime résidait depuis 2018 à Pau où elle avait rejoint sa famille. Depuis le mois de janvier, le salaire des fonctionnaires tchadiens a diminué des primes et indemnités. Mercredi, lors d'une assemblée générale à N'Djamena, ils ont demandé au gouvernement de procéder au paiement de leur salaire et ceci de façon intégrale. Reportage. Le mécontentement prend de l'ampleur dans le rang des travailleurs au Tchad. Le pays semble connaître des difficultés financières. Et pour des raisons budgétaires, le président Idriss Déby a demandé aux fonctionnaires d'attendre jusqu'à la fin de l'année la régularisation de leur salaire. C'était lors d'une rencontre la semaine dernière avec leurs représentants. Une autre rencontre avec le chef de l'État est prévue vendredi prochain. Mais les intéressés n'épousent pas cette nouvelle. Ils exigent que leur soit payé à partir de ce mois de mai l'intégralité de leur salaire. En janvier, le gouvernement avait coupé de 50% les primes et indemnités des fonctionnaires, déjà réduites de 50% en 2016. En moyenne, un fonctionnaire a perdu environ 100 000 francs CFA, soit 152 € par mois depuis 2016. Cette mesure d'austérité a entraîné pendant 2 mois une forte grogne sociale marquée par une grève générale du secteur public. Mi-mars, gouvernement et syndicats du Tchad étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la paralysie du secteur public. Ils proposaient de mettre fin aux coupes de primes et indemnités fin mai. Le Tchad compte environ 92 000 fonctionnaires civils. L'armée nationale libyenne, autoproclamée par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué ce mercredi qu'elle resserrait les taux autour des djihadistes à Derna. Elle fait ainsi état d'une percée dans les banlieues de la ville avec beaucoup plus de chances de remporter la victoire. Les détails.
Le maréchal Haftar a lancé le 7 mai une offensive pour libérer Derna, ville côtière de 150 000 habitants située à 1000 km à l'est de Tripoli et sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Les forces de l'armée ANL avancent à pas sûr vers Derna pour la libération de l'emprise des groupes terroristes, a déclaré le porte-parole de l'ANL, le général Ahmad Al-Mesmari. L'ANL a effectué des missions de combat qui lui ont permis de prendre le contrôle de positions fortifiées des djihadistes aux entrées de la ville, a-t-il ajouté. Le porte-parole a annoncé la mort mardi du chef d'une unité des forces spéciales de l'ANL dans les combats, sans préciser s'il y avait eu d'autres pertes dans les rangs de l'ANL depuis le début de l'offensive. L'ennemi a essuyé de lourdes pertes en hommes et en matériel, a-t-il assuré. Dans la nuit de mardi à mercredi, le maréchal Haftar a promis dans un discours une victoire proche, appelant ses forces à préserver les civils et leurs biens et à bien traiter les prisonniers. Des ONG de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, avaient exprimé leur inquiétude quant aux risques encourus par les civils à Derna. Les forces de l'ANL assiègent la ville depuis près de 2 ans, rendant difficile l'accès de la population à l'aide humanitaire. Derna est sous le contrôle d'une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda, hostiles à la fois à Haftar et au groupe État islamique. Cette place forte historique des islamistes radicaux dans l'Est libyen est la seule zone de la partie orientale de la Libye à échapper au contrôle des forces du maréchal Haftar. Démission du très controversé dirigeant de la province sud-africaine du Nord-Ouest, soupçonné de corruption et proche donc de l'ex-président du pays, Jacob Zuma. Supra Mahumapelo a annoncé mercredi sa retraite anticipée suite à des manifestations violentes et en même temps des semaines de vives polémiques. Reportage. C'est au cours d'une conférence de presse au siège de l'ANC que le dirigeant de la province sud-africaine du Nord-Ouest a déclaré son retrait. Supra Mahumapelo, soupçonné de corruption et proche de l'ex-président du pays Jacob Zuma, a expliqué que s'il reste au pouvoir, il lui serait difficile d'éviter d'être accusé de profiter de sa position pour se défendre des accusations de ses adversaires. Le mois dernier, sa province du Nord-Ouest a été secouée par de violents affrontements entre la police et des manifestants. Ces derniers dénonçaient la corruption locale et la faillite totale des services publics. L'ANC avait alors suspendu le dirigeant de province et le chef de l'État avait décidé de placer la province sous tutelle de l'État. Soulignons que Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption une de ses principales priorités. Pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, c'est un pas dans la bonne direction. Ceci ne dispensera pas Supra Mahumapelo de rendre des comptes sur les accusations de corruption qui lui sont reprochées. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a ignoré ce mercredi une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Le Parlement a décidé de reporter son audition à lundi. Les images. La commission parlementaire des mines et de l'énergie tient à interroger Robert Mugabe sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait la perte par son pays de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies étrangères. Une convocation lui avait été adressée la semaine dernière pour ce mercredi, avait indiqué le président de la commission, un député indépendant, mais il ne s'est pas présenté mercredi matin à 9h au Parlement. Le comité a connaissance du fait que 9h du matin est un horaire trop matinal pour demander à l'ancien président d'être présent. Tout comme vous noterez que lorsqu'il était en fonction, il ne commençait jamais les consultations avant midi. Nous ne sommes pas là pour l'humilier. Donc lundi à 14h, le Parlement l'attendra. On ne s'attend pas à ce qu'il ne soit pas coopératif. Le Parlement a le pouvoir de convoquer tout le monde. Le Zimbabwe a découvert il y a une dizaine d'années des diamants dans son sous-sol dans la région de Tidwa, dans l'Est, mais depuis, le pays n'a jamais publié de statistiques jugées crédibles sur ses activités diamantifères. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. La commission parlementaire des mines et de l'énergie a déjà interrogé plusieurs anciens ministres et responsables des forces de l'ordre sur leurs activités dans la mine de Marange.
Le but de cette réunion est que vous informiez la Commission sur la perte présumée de 15 milliards de revenus venant des diamants et sur le contexte dans lequel vous auriez fait cette déclaration. La Commission estime que vous avez connaissance d'informations utiles qui lui permettraient de conclure son rapport. Depuis sa démission forcée, l'ancien président passe une retraite dorée dans sa luxueuse propriété de Blue Roof dans une banlieue chic d'Harare. Le couple Mugabe, tout puissant pendant des décennies, se retrouve cependant sur la sellette. La police doit prochainement interroger l'ancienne première dame Grace Mugabe dans une affaire d'exportation illégale d'ivoire de contrebande qui lui aurait rapporté des millions de dollars, selon la presse gouvernementale. Le président rwandais Paul Kagame a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite à l'Élysée depuis 2011, alors que les relations entre Paris et Kigali restent distendues depuis le génocide rwandais de 1994. Durant donc son séjour, Paul Kagame, dont le pays nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques du continent, doit participer au salon Vivatech qui doit réunir une soixantaine de dirigeants et acteurs du high-tech mondial. Reportage. Le président Paul Kagame est présent mercredi et jeudi à Paris pour participer au salon Vivatech. Il a été reçu ce mercredi à l'Élysée par Emmanuel Macron, sa première visite à l'Élysée depuis 2011. Cette visite intervient alors que les relations entre Paris et Kigali se sont détériorées depuis le génocide rwandais de 1994. Le président rwandais a également participé à l'Élysée à un déjeuner qui a réuni des patrons du numérique comme Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Satya Nadella de Microsoft. Il s'est ensuite entretenu en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. L'Élysée a indiqué que les deux dirigeants veulent travailler ensemble malgré la complexité de la relation bilatérale, tout en pointant leur convergence de vues dans les domaines de l'innovation, du climat ou des opérations de maintien de paix en Afrique. Également au menu, la possible candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Muchi-Kiwabo, pour succéder à la Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Jeudi, les deux présidents effectueront ensemble une partie de la visite du salon Vivatech. Il faut dire que les deux dirigeants se sont déjà vus à 2 reprises en un an, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et en Inde, à l'occasion du sommet solaire. 12 personnes sont mortes du choléra en 4 jours dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre régional de la Santé du pays. Les détails. Cette nouvelle vague d'épidémie qui a débuté dimanche a contaminé 142 habitants dans le district de Moubi, a indiqué à l'agence France-Presse Ahmad Sadio. Nous avons enregistré 12 décès dus à l'épidémie de choléra dans les régions de Moubi Nord et de Moubi Sud au cours des 4 derniers jours, a-t-il déclaré. Un total de 142 personnes ont été infectées et des équipes médicales ont été envoyées dans les communautés affectées pour contenir la propagation rapide de la maladie, a-t-il dit. Il a ajouté que les équipes médicales n'avaient pas encore découvert la cause de l'épidémie. Le choléra, qui se transmet par la consommation d'eau contaminée, provoque une diarrhée aiguë, les enfants étant particulièrement exposés à un risque élevé d'infection. Les maladies transmises par l'eau constituent une menace constante en raison de manque d'installations sanitaires adéquates ainsi que de la stagnation des eaux souterraines pendant la saison des pluies au Nigeria. Le mois dernier, 13 personnes ont été tuées dans une épidémie similaire dans l'état voisin de Yobe. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en nos compagnies.